Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui au second webinaire que nous réalisons avec Philippe Coll, donc le fondateur de l'Institut du contenu. La dernière fois, nous avions parlé du contenu que doit avoir un site internet pour être bien référencé sur Google. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les mots-clés. Donc, ce qu'est un mot-clé, comment cela fonctionne pour Google, est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il se situe dans l'histoire de votre client, comment bien les choisir ou les positionner. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à nous les écrire directement dans l'onglet questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement donc Ranking Coach. Donc, Ranking Coach, à l'origine, c'était un service proposé en 2013 par FairRank, donc une agence marketing créée par Daniel Veteux, qui est un des fondateurs de notre entreprise Ranking Coach, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ils se sont aperçus en fait qu'il y avait une réelle demande SEO de la part de leurs clients qui n'y connaissaient finalement pas grand-chose dans ce domaine. Et donc, Ranking Coach permettait et permet d'ailleurs toujours de travailler facilement et rapidement le référencement des sites Internet. Donc, le produit a tellement bien fonctionné à l'époque qu'ils ont alors décidé de lancer Ranking Coach comme entreprise à part entière une année plus tard, donc en 2014. Et en 2015, le produit Ranking Coach s'est internationalisé et a été alors proposé sur d'autres marchés que le marché allemand, notamment donc en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, enfin un peu partout. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 25 pays. Il y a 3 ans, nous avons créé un nouveau produit chez Ranking Coach, Ranking Coach Ads, qui permet de gérer facilement les campagnes Google Ads à partir de notre outil. Et la même année, nous avons également lancé Listing Coach, qui permet, lui, de travailler sa présence en ligne sur l'ensemble des annuaires les plus importants, grâce notamment à la synchronisation des informations commerciales de nos clients, mais également grâce à la gestion des avis clients postés un petit peu partout. En 2017, nous avons reçu un fonds d'investissement important de la part d'United Internet, qui possède notamment l'entreprise One and One, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour finir, nous avons lancé Ranking Coach 360 il y a quelques mois, donc une version de l'outil qui permet de travailler l'ensemble de son marketing en ligne grâce à la partie SEO de base de Ranking Coach, donc celle que je vous expliquais un peu plus tôt, à la gestion des campagnes publicitaires ads et à la présence dans les annuaires en ligne, et tout cela à partir d'une seule et même plateforme. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 150 000 clients actifs. Nous couvrons 70% du marché mondial avec un support quotidien dans 9 langues, plus de 100 employés et de très nombreux importants partenaires tout autour du monde. Comme je vous le disais du coup à l'instant, Ranking Coach, c'est un produit qui permet de travailler à la fois donc, son référencement naturel grâce aux nombreuses tâches créées spécialement pour l'entreprise et accompagnées de tutoriels vidéo pour aider dans l'accompagnement des étapes à réaliser, mais également son référencement payant grâce à la gestion des campagnes Google Ads, sa présence locale grâce à l'option Listing Coach avec les inscriptions dans les annuaires en ligne et la gestion des avis clients, et également la présence dans les réseaux sociaux grâce également à des tâches dans ce domaine et avec un suivi des actions réalisées par l'entreprise, mais également par ses concurrents. Ranking Coach, du coup, pour refaire un peu simple, c'est un logiciel qui permet de travailler dans son ensemble la notoriété de la marque en ligne. Donc voilà pour Ranking Coach. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe qui va se présenter et qui va faire un petit quiz rien que pour vous. Bonjour, l'Institut du contenu, donc c'est une agence qui vous accompagne dans la conception et la production de vos contenus. Les 2 points sont importants. Je vais vous donner 3 chiffres. Si je peux cliquer sur… non, Elsa, j'y arrive pas, donc je veux bien que vous cliquiez pour moi sur la prochaine slide. 3 chiffres pour vous expliquer la raison d'être de l'Institut du contenu. Donc voilà. Plus de 80% des internautes font une recherche en ligne avant d'acheter. Ça, c'est vrai, y compris et de plus en plus, même en business to business. On a souvent tendance à se dire, oui, bon, Internet, ça marche la vente sur Internet pour le grand public, mais quand on travaille entre entreprises, oh là là, avant que les gens viennent à Internet, c'est totalement faux et de plus en plus faux. Aujourd'hui,
même en B2B, les acheteurs commencent par Internet. 90%, je crois, des démarches commencent par Google. Et en B2B, c'est pareil. 60% des actes d'achat commencent par Google. Donc, avant même de s'intéresser à un commercial, et quand bien même les commerciaux travaillent par téléphone et appellent des chefs d'entreprise, etc., aujourd'hui, de toute façon, les internautes ont besoin de se renseigner sur Google avant. Donc ça veut dire que concrètement, ce qui compte, c'est pas tellement votre site, c'est ce que vous racontez, c'est le contenu. Bah voilà, une bonne raison de s'intéresser au contenu et de le concevoir correctement. Et c'est ce qu'on fait, nous, à l'Institut du contenu, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et vous allez voir un peu plus loin dans ce webinaire que la question du contenu, c'est pas tellement le sujet qu'on va traiter. C'est beaucoup plus la façon dont on va le traiter, et tout est là. Tout est là parce que un autre chiffre qui est extrêmement important, 91% des pages web ne reçoivent aucun trafic de Google. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les entreprises qui travaillent à produire des contenus, dans 91% des cas, elles font un effort, elles investissent de l'argent pour des prunes. Ça ne sert à rien. L'autre, troisième chiffre qui prouve l'intérêt de ne pas se tromper en matière de contenu, c'est 8 secondes de lecture en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que les gens passent en moyenne 8 secondes sur une page web? Ça veut dire que, ça ne veut pas forcément dire que toutes les pages web sont pénibles, affreuses, emmerdantes comme tout. Ça veut simplement dire que dans la majorité des cas, les gens ne tombent pas sur la bonne page. Et ça, on s'en rend même plus compte quand on est soi-même lecteur de pages Internet. On passe la majeure partie de notre temps à nous rendre compte que c'est pas la page qu'on cherchait et donc à passer à une autre. C'est ça qui fait que on est sur des pages, qu'on perd autant de temps sur des pages qui ont une faible portée et que les gens n'y restent pas. Donc c'est ça l'Institut du contenu, c'est aider et construire des pages qui fassent que on tombe sur le bon public, ce qui fait qu'on ne reste pas 8 secondes, les gens ne resteront pas 8 secondes, mais plus longtemps, parce que ce seront les bons lecteurs qui viennent sur nos pages. Plus ça va aller, et plus on va créer un système vertueux qui fera que Google va de plus en plus et de plus en plus vite nous envoyer des lecteurs. N'oublions pas que le travail de Google et des moteurs de recherche globalement, le travail des moteurs de recherche, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas de nous rendre visibles. Ce n'est pas le problème de Google. Le problème de Google, c'est de faire en sorte que les gens qui cherchent quelque chose trouvent vraiment ce qu'ils trouvent. C'est ça le boulot. Donc, si on veut être visible, eh bien, il faut aider Google à faire correctement. Il faut aider Google à faire toujours mieux son travail. C'est ça la clé des contenus. J'ai résumé rapidement ce qu'on fait. Enfin, pas rapidement, si on peut dire. On va faire un petit quiz en attendant que tout le monde arrive. Vous voyez cette image qui bouge? En fait, c'est une image fixe. C'est une grande illusion d'optique. La question, c'est cette petite question à propos des mots-clés. Est-ce que vous êtes victime à propos des mots-clés de ces grandes illusions d'optique, de ces grandes croyances dans lesquelles on tombe très souvent? Alors, question numéro 1. Voilà. Imaginons que vous vendiez des t-shirts. Je vends des t-shirts. Alors, la grande question qu'on pose, il faut absolument être présent sur le mot t-shirt. Et donc, faites 150 articles sur le mot-clé t-shirt. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ting, 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 ting. Allez, on donne la réponse tout de suite, Elsa. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est-à-dire que le mot t-shirt, effectivement, il va être intéressant si vous vendez des t-shirts, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le seul à vous intéresser à ce mot-clé. Ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de concurrence et que ça va être très très dur d'être repéré par Google comme étant un acteur, un site internet, une page internet qui va être que Google aura intérêt à monter en mots-clés. Il faut notamment pas confondre deux choses, c'est le mot-clé et le champ lexical. Le mot-clé t-shirt, il va être très compliqué. Donc, on a intérêt à aller se bagarrer dessus.
quand on vend du t-shirt évidemment, mais on ne va pas y arriver tout de suite. Donc on a intérêt à travailler tous les mots-clés autour de t-shirt, c'est ce qu'on appelle le champ lexical, tous les mots qui vont indiquer à Google ce texte-là parle de t-shirt et ça a l'air très intéressant. Passons à la deuxième question. Est-ce à nouveau une illusion d'optique, une croyance? Je vends des t-shirts. Bah là, pour le coup, non, il ne sert à rien que je sois présent sur le mot-clé t-shirt parce que ça va être trop concurrentiel. Autant travailler sur les mots de longue traîne. Bon, je vais vite parce que j'ai déjà un peu répondu. Et évidemment, c'est un peu vrai et c'est un peu faux. On peut pas ignorer totalement le mot t-shirt, mais ce qu'on va appeler les mots de longue traîne, n'oublions pas que la notion de mot-clé, c'est à la fois un mot, mais ça peut être une expression. Aujourd'hui, les mots-clés, je parle sous votre contrôle, Elsa, un bon mot-clé aujourd'hui, il y a au moins 4 mots dedans, selon les dernières statistiques. Un mot-clé de longue traîne va préciser un certain nombre de choses autour du mot qui nous intéresse. Par exemple, un mot-clé t-shirt humoristique peut être particulièrement intéressant si on vend des t-shirts. On sera dans ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire les mots où il y a moins de trafic que le mot-clé principal, que le mot-clé qui intéresse tout le monde, mais sur lequel on va se dire, oh là là, on n'y arrivera pas. Pas tout de suite en tout cas. Et en revanche, dans la longue traîne, dans les mots-clés complémentaires, il y a des choses très intéressantes à aller travailler. Question numéro 3. On va toujours vendre des t-shirts. Ah, j'ai déclenché la réponse en même temps. Alors, c'est pas grave, on va aller vite. Il faut que je travaille sur toutes les fautes de frappe autour du mot-clé t-shirt. Ça, c'est quelque chose qu'on dit très souvent. Effectivement, ça peut être intéressant. Mais faut pas en faire trop non plus parce que vous avez des outils, et notamment Ranking Coach, qui fait ça très bien, qui vous donne les mots-clés et les fautes d'orthographe sur lesquelles ça vaut le coup d'aller travailler. Et puis celles sur lesquelles ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font des fautes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de mots-clés avec des fautes d'orthographe où il n'y a pas assez de gens qui font des fautes. Donc tant mieux, c'est pas la peine d'aller faire des efforts là-dessus. Question 4. Je vends des t-shirts. Je dois donc être meilleur que mes concurrents sur le mot-clé t-shirt. C'est indispensable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pardon, même si on va pas travailler directement sur le mot-clé t-shirt, même si on va travailler sur un mot-clé de longue traîne, par exemple t-shirt humoristique, on a intérêt, et ça va être tout le travail qu'on doit avoir à faire, d'être meilleur que ses concurrents sur les contenus qu'on va apporter sur ce mot-clé. Meilleur que ses concurrents, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Hein, c'est la compétition doit se faire là pour le coup sur le contenu, et la compétition consiste pas à proclamer regardez, on est les meilleurs et on est toujours les meilleurs. C'est pas la même chose d'être meilleur en termes de produits que l'on vend et d'être meilleur sur le contenu que l'on apporte. Question 5. Je vends des t-shirts. Il faut que Google m'envoie un maximum de trafic. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Posé comme ça, c'est faux. Je disais tout à l'heure, évidemment, 91% des pages ne servent à rien parce que Google n'envoie pas de trafic dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le maximum de trafic. C'est pas parce que je prends toujours l'exemple, imaginons que vous soyez une marque de grand luxe, du genre, vous savez, des trucs hyper chers, et vous vous installez dans une rue où il y a plein de monde qui passe, mais à Saint-Denis, là où le niveau de vie moyen des gens est le 10e du SMIC. Est-ce que vous croyez que vous allez trouver des clients là? C'est la même chose sur Google. Ça ne sert à rien d'avoir du trafic qui ne sert à rien et de dépenser beaucoup d'argent pour du trafic qui ne se transformera jamais en client. Donc, trafic ne sert pas forcément client. Ce qui nous intéresse, c'est le bon trafic, c'est-à-dire le trafic de gens qui vont devenir clients. Et ça, c'est un petit peu plus complexe. Question numéro 6. Je vends des t-shirts, il faut donc que je fasse un article pour chaque modèle, que je produise beaucoup de contenu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah là encore, c'est pas forcément vrai. La vraie question, c'est est-ce que
mon article va être utile? Est-ce que le contenu que je vais apporter va apporter vraiment des informations à mon lecteur? Un article qui va donner des infos très concrètes, très techniques sur la taille, le confort, le lavage, je ne sais pas quoi, pourra suffire et être intéressant pour pour plusieurs articles, par exemple, pour plusieurs produits, hein, articles au sens produit dans ce coup-là. Et on n'a pas forcément besoin d'être dans une systématique aussi forte, un article pour chaque modèle, etc. Surtout si vous êtes sur des produits de ce type-là, comme le t-shirt où il va y avoir énormément de références. Dernière question, je vends des t-shirts, il faut que je décline le même article sur chaque ville de France pour faire du référencement local. Attention, parce que vous risquez de faire ce qu'on appelle du duplicate content, c'est-à-dire d'être là repéré par Google comme quelqu'un qui fait des trucs très louches et d'être pénalisé par Google parce qu'on va retrouver le même contenu plusieurs fois, le même contenu sur Paris, Marseille, Lyon, etc. etc. Et là, ça va pas du tout plaire à Google. C'est un petit peu plus compliqué que cela. Voilà, c'était. Je vous passe la parole, Elsa. Mais oui, du coup, avant de partir un peu plus dans la stratégie, on va juste parler un peu des mots-clés et du coup, en fait, de ce que c'est et du coup, comment cela fonctionne avec Google. Donc, un mot-clé, en fait, désigne généralement le mot ou l'ensemble de mots, donc expression saisie par un internaute pour effectuer une recherche d'informations sur un moteur de recherche ou pour chercher un produit ou un contenu sur un site marchand ou éditorial. Donc ça c'est la définition en fait du mot-clé. Par exemple, si vous recherchez, alors moi ce sera plutôt sur les pizzas, pas sur les t-shirts, mais du coup si vous recherchez par exemple une pizzeria juste avant de manger, c'est une très bonne idée. Une pizzeria dans le 15e arrondissement de Paris, vos termes de recherche du coup peuvent être par exemple pizzeria 15e arrondissement Paris. Donc ça c'est ce qu'on va appeler du coup les mots-clés. Une fois que vous avez entré ces mots-clés en fait dans la barre de recherche de Google, ce dernier, afin de vous proposer en fait directement les résultats les plus pertinents en fonction de votre recherche, va se rendre en fait sur tous les sites internet qui sont enregistrés chez lui. Et en fonction du contenu et des mots-clés en lien avec votre recherche, va vous proposer en fait celui qui semble le plus adapté à vos recherches. Donc, si on garde par exemple l'exemple avec la pizzeria, si Google trouve pizzeria 15e arrondissement sur plusieurs sites internet, il va alors vous les proposer directement dans ses résultats de recherche. Le choix des mots-clés dans le contenu de votre site internet est donc une étape essentielle dans le travail de référencement et ne doit surtout pas être négligé. Quand vous travaillez un site internet, il est très important de vraiment bien réfléchir à vos mots-clés et à la façon dont vous allez les sélectionner et les travailler. Donc voilà pour les mots-clés. Hop. Oui, c'est d'ailleurs le grand travail et c'est un travail dont il faut avoir. Il faut pas se dire, je fais un site, allez, je choisis mes mots-clés, et puis ça y est, une fois que j'ai fait appel à un rédacteur pour faire mon site, mon contenu, mon machin, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Surtout pas. Surtout pas, il faut vraiment bien se dire que ça va être un travail de longue haleine et ça va être un travail permanent. Ça doit être maintenant quelque chose qu'on doit remettre en cause et travailler en permanence. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse derrière le mot-clé, pour qu'il soit efficace, encore une fois, pour qu'il nous permette de rencontrer des gens qui vont devenir nos clients, donc qui cherchent quelque chose. Donc encore une fois, on a des gens qui cherchent quelque chose. Potentiellement, c'est notre produit ce qu'ils sont en train de chercher, mais on n'en est pas sûr. Et ils n'en sont pas sûrs eux-mêmes. Donc il va falloir qu'ils deviennent des acheteurs et qu'on les accompagne. On n'a qu'un moyen pour ça, c'est nos contenus, qu'on les accompagne pour qu'ils deviennent au final acheteurs de nos produits. Donc ce qui nous intéresse, c'est la notion d'intention. Quand ils tapent ce mot-clé, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple. Si je clique sur serrure cassée, justement à la claquer, est-ce que mon intention, quand j'ai un problème avec ma serrure, c'est forcément d'acheter une nouvelle serrure? Non. Non, pas forcément. Ça peut être d'abord de la débloquer, de faire venir un serrurier, j'en sais rien. Je ne suis pas tout de suite en train de me dire il faut que j'achète ma serrure. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'intention de quelqu'un qui clique serrure cassée ou qui clique pizza 15e arrondissement?
Est-ce qu'il est vraiment en train de chercher là tout de suite? Tout va dépendre de ce que l'on appelle le problème de l'internaute. Et c'est une notion de problème qu'il faut vraiment entendre comme un outil, hein, comme un concept. C'est quelque chose de très important. On doit être capable de comprendre quel est le problème. Qu'est-ce qui fait qu'on a sur Google quelqu'un qui est en train de taper ce mot-clé-là et pas un autre? C'est ça vraiment qui est important. Et c'est ça qu'on va avoir étudié parce que nous, on va devoir travailler dans l'autre sens. Si on comprend bien ce truc fondamental qui est que quelqu'un qui saisit un mot-clé n'est pas forcément en train d'acheter, et que donc, si on vend un produit, mon t-shirt de tout à l'heure, on a plein de clients potentiels qui tapent autre chose que le mot t-shirt, juste. Quand on a compris ça, là, du coup, c'est une autoroute qui s'ouvre devant nous, une quantité de boulevards importante parce qu'on a plein de solutions possibles qui vont passer par les contenus et qui vont nous amener des clients qui ne sont pas forcément hors de prix parce que le coût d'un client qui tape seulement t-shirt, je ne vous raconte pas, compte tenu de la concurrence, à quel point il va être cher. Et ça, c'est très important à noter hein, quand on analyse, quand on fait le travail stratégique dans ce sens-là, le coût du client est une notion fondamentale. Et plus on arrose large, et donc plus on va chercher un client qui va réagir une fois à tous les 1000 prospects, par exemple, plus ça va être cher. Et si on a des concurrents qui achètent des clients beaucoup moins chers, on va être très mal au bout d'un moment. Donc c'est ça le véritable enjeu, c'est de construire des contenus qui vont nous permettre de trouver des clients. Et ça peut être très rentable de travailler dans la durée, de travailler comme ça. Les dernières statistiques américaines indiquent que le SEO, le référencement naturel, coûte 23 fois moins cher que la publicité en ligne, que Google Ads par exemple. C'est quand même pas rien. Je vous laisse. C'est moi après ou... Oui. Ah, pardon. Dans cette démarche, l'élément fondamental va donc être de bien définir son client. Bien définir son client, c'est le fameux exercice du buyer persona. Travail fondamental avant tout, c'est de définir le portrait robot, non pas du client, mais des clients que l'on cherche. 80% des exercices de buyer persona sont mal faits. On le voit beaucoup traité dans les sujets un peu spécialistes autour du marketing. Pourquoi est-ce qu'on se trompe traditionnellement là-dessus? Parce qu'on a l'impression que c'est un nouvel exercice qui vient, c'est une nouvelle façon de faire l'exercice du ciblage qu'on faisait depuis des années et des années. Et donc on fait ça en mode synthèse. On dit moi ce qui m'intéresse c'est allez, je vais rester dans le monde du luxe, c'est la personne qui habite en centre-ville, CSP+, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que, encore une fois, ça ne nous raconte pas les différents problèmes. Cette personne qui a plein d'argent, on a peut-être, c'est quoi son problème par rapport à moi qui vends un produit de luxe? C'est de faire un cadeau, c'est de faire un cadeau d'anniversaire de mariage. À chaque fois, ça va être des choses différentes selon que c'est un baptême, un anniversaire de mariage, un truc, un machin. Ça fait autant de problèmes différents, même si vu de loin, on va avoir le sentiment que c'est le même buyer persona. Or, ce qui nous intéresse, justement, puisqu'on n'a pas de limite là, on ne cherche pas à avoir plein de gens qui sont tous les mêmes, on cherche à avoir au contraire plein de cas de figure différents où on va pouvoir répondre précisément à chaque problème différent. Ce qui nous intéresse, c'est les différences de nos buyer persona et non pas ce qui les fait tous les mêmes. C'est ça qui est intéressant avec Google. Et c'est pour ça qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin et beaucoup plus finement. Et le pire des réflexes à avoir, ce que nous on entend le plus souvent quand on est agence, qu'on conseille des clients, c'est ce fameux réflexe. Oh mais oui, mais moi je les connais bien, mes clients, je sais ce qu'ils veulent. Quand on entend ça, on a forcément quelqu'un qui se trompe. Pourquoi? Parce que Google nous le dit déjà, 17% des intentions changent tous les ans. Quand 17% des intentions changent tous les ans, c'est-à-dire que Google voit comment les clients évoluent eux-mêmes. Donc, si on les connaît tous, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on les connaisse mal. Notamment, il y a un point clé dans l'analyse des intentions, c'est où en sont-ils de leur cycle d'achat, ce qu'on appelle en anglais le buyer's journey, le voyage de l'acheteur.
Pour faire court, et ça c'est notamment intéressant quand on est en B2B, en vente, en commerce d'entreprise à entreprise, il y a 3 phases qui sont absolument clés. On peut les résumer comme ça. Des fois, il y en a 4, 5, mais bon, en gros, il y en a 3. Qu'on achète un carambar ou une centrale nucléaire, on va passer par ces 3 phases-là. Dans le cas d'un carambar, ça prendra moins d'une seconde. Dans le cas d'une centrale nucléaire, ça prendra 10 ans. Mais on va passer par ces 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Ah bah oui, tiens, finalement, si on passait par ce choix d'énergie-là. La deuxième étape va être l'évaluation, consideration en anglais, c'est-à-dire qu'on va mesurer différentes solutions. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Par exemple, je reprends t-shirt tout à l'heure, ou même pizza. C'est dans cette étape-là qu'on va avoir des clients qui nous intéressent, mais qui vont chercher plein de ce qu'on appelle de fausses bonnes solutions, donc des solutions concurrentes. Et ça peut vouloir dire qu'on a intérêt, nous, à aller travailler des contenus avec des mots-clés qui vont être centrés sur ces fausses bonnes solutions. Ma serrure a cassé, quelle est la bonne solution? De faire venir un serrurier ou de remplacer moi-même la serrure? Vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas, dans les deux cas, travailler sur la même offre et on sera forcément concurrent des autres offres. Mais est-ce qu'on est sûr à ce stade que nos clients ou nos futurs clients ont déjà fait leur choix? S'ils n'ont pas fait leur choix encore, s'ils sont encore en train d'évaluer la bonne solution, on a intérêt, sacrément intérêt même, à produire du contenu. Et la dernière phase, c'est là où ils ont décidé. Ils ont décidé d'acheter leur t-shirt. Donc là, le risque, il est en matière de contenu, il n'est pas de leur apporter quel est le bon t-shirt, truc, le machin, il est de les rassurer sur le fait que, bah oui, toutes les derniers éléments d'information dont ils ont besoin, la garantie, le lavage, le truc, je ne sais pas, tous les derniers éléments dont ils ont besoin pour finaliser leur décision, qu'ils soient bien là dans nos contenus. Et là aussi, on va pouvoir l'analyser à travers les mots-clés qui vont nous permettre de décoder l'intention de notre client et de notre futur client ou son problème, et ceci à travers la façon dont il s'exprime via les mots-clés. Mais du coup, pour pouvoir justement choisir le ou les bons mots-clés, il y a plusieurs points à prendre en considération. Du coup, pour illustrer ces derniers, je vais vous montrer en fait ce que propose nous notre générateur de mots-clés directement intégré dans notre outil. Donc, vous avez d'abord le volume de recherche du mot-clé. Donc, ce dernier est illustré ici par la taille des bulles. Vous donne une idée du coup du nombre de fois par mois où ce mot ou groupe de mots est tapé dans Google. Donc plus la bulle est importante, plus le volume de recherche est important. Donc un mot-clé qui n'a aucun volume de recherche n'amènera aucun visiteur sur votre site internet. Il est donc essentiel de s'assurer que les mots-clés que vous sélectionnez soient recherchés sur internet. Donc c'est le premier point à prendre en compte. Le second point à prendre en considération, c'est la difficulté de référencement du mot-clé. Donc ici, qui est illustré en fonction de la couleur, donc du vert au plus simple, au rouge au plus difficile. En sachant que la difficulté de référencement d'un mot-clé dépend de la concurrence liée à ce dernier. C'est ce que disait un peu Philippe tout à l'heure. Si ce mot-clé est très utilisé, et notamment pour vos concurrents, il va alors être difficile de bien se positionner dans les moteurs de recherche. Plus le mot-clé est général, plus il sera utilisé par les sites internet, donc plus vous avez de concurrence sur ce mot-clé. Par exemple, je vais toujours garder les hamburgers. Si je souhaite être référencé pour le mot-clé hamburger, parce que moi, je vends des hamburgers, donc je veux être référencé pour hamburger, cela va être extrêmement compliqué d'apparaître dans les premières pages de Google. En effet, mettez-vous à la place du client et tapez hamburger directement dans la barre de recherche de Google. Et vous aurez à la fois la définition de l'hamburger, des restaurants à proximité de là où vous faites votre recherche, mais également des recettes, des photos de hamburgers. Donc, en fait, tout un tas de résultats qui seront affichés bien avant votre site internet puisqu'ils correspondent davantage au mot-clé lui-même. Il est donc important d'être plus spécifique lorsque vous faites le choix du coup de vos mots-clés. Il est également important de bien réfléchir à son activité, de définir ce que vous offrez, ce qui fait votre force et finalement du coup votre différence par rapport à vos concurrents.
Il est également essentiel de bien connaître ses clients, donc c'est ce que disait Philippe à l'instant, et de vous mettre à leur place. Imaginez finalement ce que vous taperiez dans Google pour trouver vos produits ou vos services, mais n'essayez pas de vous dire moi je veux être référencé sur ce mot-là. Il faut plus essayer de voir comment est-ce que vous feriez une recherche et donc potentiellement vos clients aussi. Et il est également important de faire des tests pour voir en fait donc ce volume de recherche et la difficulté des mots-clés que vous avez alors présélectionnés. Une fois que vous avez fait ce travail en amont et que vous devez alors positionner en fait ces mots-clés à différents endroits. Donc vous avez plusieurs endroits, le contenu de chacune de vos pages. En général, on attribue un mot ou un groupe de mots-clés par page. Le contenu doit être intéressant, très important, et doit être suffisamment long. Vous ne devez surtout pas placer ces mots-clés les uns à la suite des autres sans logique. Votre texte doit être de qualité. Il doit avoir un intérêt pour le visiteur de votre site internet. Sinon, le visiteur ne restera pas et Google verra que votre site internet n'a pas du coup vraiment un grand intérêt pour les internautes. Et surtout, n'abusez pas du nombre de fois où vous allez placer le mot-clé dans votre contenu. Si c'est trop redondant, personne ne lira votre contenu. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Vous devez placer aussi vos mots-clés directement dans les titres qui hiérarchisent votre contenu. Donc, ce sont les balises H1, H2, H3. Il est important que ces balises soient dans l'ordre et qu'il n'y ait qu'un seul titre H1 par page. Et faites attention, parfois, selon les CMS, le titre H1 est directement la page ou la sous-page elle-même. Vous devez placer aussi ces mots-clés dans les métadonnées de votre site internet, donc vos métatitres et vos métadescriptions. Dans les images de votre site internet aussi, via leur titre et description. Donc ça aussi, c'est important et Google le prend aussi en considération. Surtout que ces images peuvent apparaître aussi dans Google Images. Donc c'est aussi un autre moyen d'être bien référencé. Si vous avez également des liens internes et ou externes, vous pouvez alors lier ces derniers directement à vos mots-clés. Ce qui est bien vu aussi par Google. Et si vous n'avez pas encore choisi votre URL, vous pouvez aussi positionner votre mot-clé le plus important dans l'URL de votre site internet. Donc voilà à peu près où les placer aujourd'hui pour que Google les voit et puisse vous référencer par rapport à ces mots-clés, qu'ils puissent comprendre que ces mots-clés, c'est ce que représente votre site internet. Alors, on vient de voir la dimension technique de comment intégrer ces mots-clés à son contenu. J'ai insisté avant ça sur la dimension un peu stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit aller chercher à travers ces contenus. Elsa nous disait c'est effectivement important que ces contenus aient du volume, puisque ça va être une des grandes difficultés qu'on va avoir, c'est plus on va trouver des idées, plus on va faire la liste de tous les problèmes que peuvent avoir nos différents clients, plus on va aller chercher des mots-clés, et puis souvent on va se dire, bah, finalement personne ne cherche ça, voilà, il va falloir trouver des mots-clés qui correspondent quand même à des intentions et à des volumes. Ça va être tout le gros du travail qu'on va apporter. Et toute la difficulté du travail va être là, et c'est là que c'est vraiment intéressant d'avoir des outils qui mesurent en permanence le volume et la pertinence de ce qu'on fait, le volume et la difficulté de ce qu'on fait. Le pilotage de Ranking Coach là-dessus est vraiment super. On voit si on a un mot-clé rouge, un mot-clé vert ou un mot-clé orange, ça nous aide vraiment grandement, parce que le fond de l'affaire, le fond du travail qu'on va avoir à faire et que je vous ai dit qu'on ne va pas avoir à faire une seule fois, mais qu'on va avoir intérêt à faire régulièrement, ça va être de devenir véritablement le rédacteur ou la rédactrice en chef de son site et non pas d'être simplement le rédacteur. Ça, c'est un secret que je garde de mon métier d'avant. Avant, j'étais éditeur de magazine, donc mon boulot, c'était ça, c'était de faire en sorte que quand on avait fini un numéro d'un magazine, quand il arrivait en kiosque, faire en sorte que les gens qui passent devant s'arrêtent, le voient et l'achètent. Et pas s'arrête, le feuillette et puis le repose. Parce que dans ce cas-là, on ne gagnait pas d'argent et on était mort au bout de 1 ou 2 numéros. C'est exactement le même souci que vous avez quand vous écrivez un contenu. Donc, c'est pas rien, c'est pas un hasard si les magazines sont d'abord pilotés par des rédacteurs en chef. Parce que un éditeur, quelqu'un qui
construit, qui investit sur un magazine, il sait que la valeur, elle est d'abord là, elle est d'abord chez le rédacteur en chef avant d'être chez le rédacteur. Avant de foncer sur le clavier, il faut avoir des gens qui ont l'analyse, qui vont faire cette analyse de où est la valeur de ce qu'on apporte, quel angle on prend. Et pourquoi ça? Parce que le lecteur va comprendre à travers la valeur de ce que vous lui écrivez, il va percevoir la valeur de ce que vous vendez. Si vous vous contentez de dire « ouais, super, regardez, nos produits sont de qualité, l'excellence, machin », très bien, mais ça remonte à quand, vous, la dernière fois que vous avez cherché qualité et excellence sur Google? Ça doit remonter à très longtemps, tout le monde s'en fout, personne ne cherche ça. En revanche, les gens cherchent à comment vous répondez à mon produit. L'exemple que je donne, comment vous répondez à mon problème, pardon. Et si c'est par votre produit, peut-être, mais avant que ce soit par votre produit, comment vous répondez à mon problème, comment vous me l'expliquez, mon problème. Un exemple que je prends souvent, c'est taper sur Google le mot matelas, vous allez voir tous les fabricants de matelas qui sont là, qui font des pubs, qui investissent beaucoup d'argent, et parce qu'ils travaillent avec le mot-clé matelas sur la phase de décision dont je parlais tout à l'heure, ils sont vraiment à la fin du cycle d'achat de votre client. Ils ne s'intéressent donc qu'à des clients qui ont déjà pris leur décision. Tapez sur le mot-clé mal de dos, et là, vous allez voir personne. Aucun fabricant de matelas n'a pensé que un des problèmes d'une partie importante de leurs clients puisse être qu'ils ont mal de dos de temps en temps. C'est là que vous pouvez apporter un contenu à forte valeur. Par exemple, un quiz. Mal de dos, et si c'était votre matelas? Vous vous rendez bien compte que là, vous créez immédiatement de la valeur de contenu pour votre lecteur. Il va donc avoir confiance en vous parce qu'il va se rendre compte que, bah oui, vous connaissez son problème. Vous n'êtes pas en train de lui dire qu'il faut que vous achetiez un matelas, vous êtes en train de lui demander s'il s'est posé la question. Ça suffit, c'est parfait. En faisant simplement ça, vous créez de la valeur, de la confiance. Voilà. Donc on comprend bien à travers ça que votre métier, votre job à partir de maintenant, dès l'instant où vous avez, je rappelle la démarche, faites la liste de qui sont vos clients, vos différents bailleurs persona. Vous vendez des matelas, ben, parmi vos bailleurs persona, il va y avoir des gens dont le problème est qu'ils ont mal au dos. Vous voyez, on est loin du CSP+, machin, urbain, etc. etc. Hein. Là, on est sur un problème précis, qui ont mal de dos, et pas n'importe quel mal de dos, parce que tous les mal de dos ne se règlent pas par des problèmes de matelas, d'accord? Mais parmi ceux-là, eh bien, vous allez, après deuxième démarche, construire, vous poser la question de comment les gens expriment ce problème-là. Là, sur mal de dos, ça risque d'être facile, le mot-clé mal de dos va être intéressant. Vous allez regarder s'il y a beaucoup de concurrence ou pas, qui est la concurrence. Vous verrez que là, c'est sans doute des ostéos, donc c'est pas gênant pour vous parce que les ostéos, vous qui vendez du matelas, c'est une concurrence indirecte et elle va pas être forcément très chère, donc c'est intéressant. Donc bah, voilà, vous avez un contenu à construire à partir de ce moment-là. Vous avez fait une démarche de rédacteur en chef, alors que si vous vous contentiez de faire une démarche de rédacteur classique, bah, sur le mot-clé matelas, vous allez appeler quelqu'un et vous voyez combien vous me faites pour me faire un article le moins cher possible sur le mot-clé matelas. Et vous allez avoir une vraie daube, parce que un article pas cher sur le mot-clé matelas, ce sera sans doute assez peu intéressant, ça apportera très peu de valeur à quelqu'un qui de toute façon a déjà décidé d'acheter s'il cherche le mot-clé matelas. Voilà, je vous donne deux exemples. Un que je fais. Si vous allez sur la notion de buyer persona, hein, qui est un sujet, je vous dis, très courant en marketing, bien vous allez trouver ça. Marketing, qu'est-ce qu'un buyer persona? Typiquement, une approche de rédacteur pur. Qu'est-ce que je propose moi sur mon site internet? Deux angles d'attaque différents. Les buyer persona selon Michel Audiard. Quand vous voyez ça, vous dites comment ça, Michel Audiard a déjà lui-même trouvé les buyer persona? Bah oui, dans les Tontons Flingueurs, vous avez une super scène sur Madame Mado qui raconte l'affectueux du dimanche qui a disparu. Bon, typiquement un buyer persona. Ou autre exemple, buyer persona. Pour Sarkozy, c'est Madeleine. Il avait défini lui-même quand il voulait devenir patron de l'UMP à l'époque, il s'était dit, je me concentre sur Madeleine, qui était quelqu'un voilà, dont il avait défini les caractéristiques, etc., etc. Voilà la différence entre une démarche très classique, j'ai mon mot-clé buyer persona et donc je fais un papier plan, qu'est-ce que c'est? Ça peut être utile, mais c'est pas forcément avec ça que vous allez faire sentir que vous apportez une valeur
particulière quand vous êtes le spécialiste de ce métier-là. Moi, je prétends y connaître un petit peu des choses sur les buyer persona. La preuve, je suis allé les trouver chez Sarkozy et chez Michel Audiard. Mon lecteur comprend mieux ce que c'est et se dit, ah bah oui, d'accord, finalement, c'est pas si compliqué. Et je vous donne un autre exemple que pour un client sur le mot-clé indemnisation du préjudice corporel. C'est un avocat. C'est très compliqué le métier d'avocat parce que le grand piège dans lequel tombent les avocats, c'est de faire des cours de droit et donc de donner beaucoup de contenu parce que ça va matcher avec les mots-clés qui sont importants pour eux. Hein. Ils ont vraiment besoin, leurs clients tapent forcément des mots-clés assez techniques. Et du coup, il leur donne gratuitement tout ce qu'il faut savoir sur le mot-clé. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on se dit, bah, super, merci beaucoup l'avocat. Et pourquoi donc j'irai faire appel à vous puisque vous m'avez déjà tout dit. C'est un vrai sujet là et c'est un vrai piège dans lequel tombent assez facilement tous les métiers qui sont un peu des métiers de conseil de ce type. Il faut à la fois travailler sur des mots-clés très techniques, très pointus, sur lesquels on peut avoir pas mal de concurrence d'ailleurs, et en même temps ne pas paradoxalement apporter peu de valeur parce qu'on va tout dire. C'est un peu le contraire de tout à l'heure. On va dévaloriser ce qu'on fait parce qu'on apporte trop de contenu. Bien là, il faut trouver un angle d'attaque. Indemnisation du préjudice corporel. Votre vie vaut plus qu'un simulateur parce que si vous vous contentez des contenus que vous allez trouver sur Internet, vous allez tomber dans un piège énorme. Alors là, vous avez tout de suite envie de savoir c'est quoi ce piège des simulateurs, etc., etc. Vous voyez, là encore, on a trouvé un angle au lieu de simplement traiter un sujet que tout le monde traite. Et du coup, donc après en avoir un peu découvert plus du coup sur les mots-clés, sur la façon dont les choisir, vous avez aussi du coup des outils donc pour pouvoir trouver et travailler les mots-clés et donc votre SEO. Et donc vous pouvez bien sûr utiliser Ranking Coach pour cela. Notre outil vous aidera du coup à choisir les bons mots-clés en fonction de votre activité, mais également en fonction du volume de recherche et de la difficulté de référencement. Et vous guidera ensuite, grâce à des étapes personnalisées et des tutoriels vidéo, dans l'amélioration de vos classements sur les moteurs de recherche. Et en plus, du coup, nous avons une petite offre pour vous qui est valable du coup jusqu'à lundi, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, pour ce qui concerne l'Institut du contenu, vous allez pouvoir retrouver aussi dans dans ce que j'appelle un plan d'action, vous allez pouvoir trouver un compte Ranking Coach. Vous pourrez vous abonner à Ranking Coach et aller beaucoup plus loin puisque le plan d'action, c'est à la fois une formation, c'est-à-dire que vous allez avoir en détail tout ce que je vous ai expliqué là assez rapidement pendant le webinaire. Vous allez avoir des tutoriels complets pour adopter vraiment cette démarche, à la fois pour choisir les bons mots-clés, mais non pas au pif. Hein. Je vous ai bien compris comment que la démarche est importante et qu'elle part d'abord de votre problème de buyer persona, etc. Donc toute cette démarche-là, vous l'aurez en détail, étape par étape, avec en plus des outils et des outils exclusifs, hein, notamment des outils de travail pour les buyer persona, des outils de construction de listes de mots-clés, etc., etc. Et puis l'accès à Ranking Coach en permanence pour voir vraiment comment vous progressez et comment vous avancez semaine par semaine et mois par mois. C'est assez fascinant quand on progresse, quand on a tout en vert sur Ranking Coach, on se sent le maître du monde, c'est formidable. Et donc, on vous enverra le détail de ce plan d'action Écrire pour vendre plus. Donc, à la fois le vendre plus pour être bien référencé, enfin écrire pour être bien référencé, pardon, et écrire pour bien convertir et appliquer donc la méthode pour écrire une seule fois des contenus qui rapportent longtemps. C'est quand même tout l'intérêt du SEO. Et donc maintenant, nous allons prendre le temps un peu de répondre du coup à toutes vos questions. Alors, nous avons quel outil pour trouver ces mots-clés, s'il vous plaît?
Alors du coup, avec Ranking Coach, je sais ce que j'expliquais un petit peu avant. Vous avez donc ce générateur de mots-clés. Donc vous allez sélectionner en fait quelques mots-clés, vous, qui vous semblent importants. Et on va avoir un générateur en fait qui va automatiquement vous proposer donc différents mots-clés basés sur ceux que vous avez choisis. Et donc, il va vous montrer le volume de recherche et la difficulté de référencement de ce mot-clé. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser du coup pour vous aider dans le choix de vos mots-clés, en sachant aussi que nous avons une équipe support du coup qui peut vous accompagner aussi sur cette démarche et du coup qui peut vous aider à reprendre un petit peu tous les points qui ont été évoqués durant ce webinaire pour vous permettre de réfléchir peut-être autrement et de trouver du coup les mots-clés qui correspondent le mieux à votre activité et notamment à ce qui va être recherché dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce que Je nous peux me avons? permettre un Ah oui, complément, vas-y. Elsa? Pardon, c'est une question intéressante euh, parce que c'est en général une question qui, comment dire, qui laisse entendre qu'on a des difficultés à trouver les bons mots-clés. Et si on a des difficultés à trouver des bons mots-clés, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des difficultés à imaginer qui sont ses clients et comment ils posent eux-mêmes les questions. Ça veut dire que le travail qu'on a à faire dans ces cas-là, il va être effectivement un peu dans les outils parce qu'ils vont nous aider, hein, c'est ce que fait Ranking Coach, mais il va d'abord être dans le fait de mieux travailler le problème qu'on a en amont. Et le problème qu'on a en amont, c'est le fameux oui, je connais mes clients, je m'occupe d'une pizzeria, je connais mes clients, ils cherchent tous le mot-clé pizza. Si on les regarde un peu plus dans le détail, ils vont sans doute avoir plein d'autres problèmes. Ils n'ont pas d'idée pour trouver un plat, ou ils sont pressés, ils veulent manger à 4 heures de l'après-midi, etc. etc. Et c'est là que vont venir les idées de mots-clés intéressantes. Alors, j'en ai une autre. Pourriez-vous nous redonner le code promo que je n'ai pas noté? Oui, du coup, on vous enverra un email après le webinaire, du coup, avec la petite vidéo que vous pouvez du coup revoir indéfiniment et avec du coup le petit code promo, hein, donc il n'y a pas de souci. L'exemple de mal de dos avec le mot matelas, dans mon cas, ça sera plutôt être belle pour mon mot-clé bijou fantasy chic. Pouvez-vous me donner un exemple d'un mot-clé concernant ma niche bijou fantasy? Non, parce que je suis sûr que c'est pas ça. Vous imaginez quelqu'un taper j'ai envie d'être belle? Moi, j'imagine pas une seule seconde que les gens vont taper ça. Ils exprimeront jamais leurs problèmes comme ça. Se sentir belle, enfin, c'est d'une complexité psychologique énorme. Donc, c'est plein de situations possibles, c'est plein d'expressions possibles. Alors là, il y a et puis alors le monde du bijou, je vous raconte pas, il est très très concurrentiel. C'est notamment l'univers du cadeau. Hein. C'est des mots clés qui vont être très 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 chers, très complexes. On est typiquement dans un univers où une démarche avec des mots-clés simplistes, c'est le plantage assuré, ça. Je ne crois pas une seule seconde que je sois belle soit l'équivalent du mot du problème du mal de dos dans le mot matelas. C'est à mon avis plus complexe que ça. Et donc là, ça suppose un vrai boulot de réflexion sur les buyer persona, sur à qui vous vous adressez, et on ne peut pas l'avoir en soi, parce que si on l'a en soi, ça veut dire que votre univers il est accessible à tout le monde, donc non, c'est pas logique. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites, l'offre que vous avez, la différence que vous avez, pour mieux comprendre à qui ça s'adresse. Et peut-être que c'est pas totalement fini pour vous, hein. Peut-être que c'est là aussi que vous allez vous rendre compte que la concurrence est tellement difficile que vous avez intérêt justement à affiner vos offres, à affiner la valeur que vous apportez, à apporter encore plus de différenciation par le contenu que ce que vous apportez déjà en différenciation par votre offre. Vu de loin comme ça et compte tenu de la question que j'entends, le problème est très intéressant, mais il ne va pas se résoudre en trois mots-clés repérés sur des logiciels, quels qu'ils soient. Il va falloir travailler un peu plus.
Alors du coup, elle nous demande si on a un exemple. Par exemple, bijoux rapport qualité-prix, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Elle aimerait du coup qu'on lui donne un exemple du coup. Alors après, c'est vrai que c'est difficile de donner un exemple comme ça tout en ne connaissant pas en fait votre activité, hein. C'est ce que disait un petit peu Philippe avant. Euh, Ce qui est certain, c'est que bijou fantasy, c'est un mot qui est très très recherché sur les Ouais. moteurs de recherche. Donc c'est très difficile d'être positionné. C'est très général, hein, et vous avez beaucoup de concurrents par rapport à ce mot-clé. Ce qui est plus intéressant dans ce cas-là, c'est vraiment de pousser plus la réflexion derrière, à savoir qu'est-ce qui vous différencie du coup de vos concurrents, ce que vous allez offrir de mieux finalement. Donc là, ça serait plus une recherche de fond. C'est vous donner un exemple aujourd'hui comme ça sans connaître votre activité. Ce serait pas vous aider en fait, hein, parce que c'est justement un mot-clé, ça doit vous représenter vous et ça doit aussi correspondre aux recherches sur les moteurs de recherche. Donc là, par exemple, je peux vous inviter à venir vers nous ou vers Philippe, et du coup, pour avoir une autre façon de, de réfléchir par rapport à ce mot-clé et du coup pouvoir vous donner des bons exemples. Moi, j'entends deux choses à travers les deux questions qui sont posées, le rapport qualité-prix d'un côté et puis bijoux fantaisie de l'autre. Euh, deux choses intéressantes parce qu'elles sont assez classiques. La première, quand on en est à poser la question du rapport qualité-prix, c'est qu'on est déjà dans la phase d'évaluation. Donc, donc là, enfin, en général, alors c'est pas forcément vrai pour les bijoux, il faudra analyser un petit peu plus, mais en général, quand on en est à cette question rapport qualité-prix, on a intérêt à construire des contenus qui aident les gens à trouver les bons critères. Ça veut dire quoi un rapport qualité-prix en matière de bijouterie, hein? Moi, j'aimerais bien savoir, et c'est en soi un truc énorme. Une fois qu'on a dit, bah, on a le meilleur rapport qualité-prix, on n'a rien dit. Enfin, on dit surtout pas un truc qui est alors, et ça rejoint la deuxième remarque que je voulais dire, qui est sur le bijou fantasy. Vous posez la question, c'est intéressant d'avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire que en posant la question, vous faites déjà la mauvaise réponse. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que vous êtes dans un langage qui est un langage d'offre. Vous racontez l'histoire de votre point de vue d'offreur. Or, personne ne s'intéresse sur Internet, parce que sur Internet, on cherche. Donc, on cherche une histoire de notre point de vue à nous. On cherche toujours l'histoire, qu'on nous raconte une histoire du point de vue de celui qui cherche. Donc, du point de vue de celui qui a le problème. Quand vous me parlez de bijoux fantasy, vous êtes dans une logique d'offre. Vous êtes en train de me segmenter le marché comme les bijoutiers le font. Très bien, mais moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je pose sans doute a priori ma question, si je suis prêt à acheter un bijou, bague pour les 18 ans de ma fille. Je ne parle pas de bijoux fantasy ou de machin, je verrai après dans un deuxième temps. Vous voyez? Donc déjà, si vous cadrez les choses en termes qui sont les vôtres et qui ne sont pas les miens, vous passez à côté de moi parce que moi, je ne vais pas vous trouver. Déjà dans une stricte logique de mots-clés, hein. Et donc, si je me mets dans votre peau, vous allez passer à côté de toute une part du marché qui ne parle pas dans votre langage de segmentation. Ça, c'est votre problème à vous, c'est votre salade marketing à vous, la segmentation bijou fantasy, bijou machin, bijou bidule. C'est pas forcément comme ça que moi je m'exprime. Je ne sais pas si vous me comprenez, si je suis clair, hein, mais c'est hyper important parce que, et c'est intéressant parce qu'à travers même la façon dont vous posez la question, on perçoit le risque d'erreur que vous risquez de faire. Et attention parce qu'après vous allez considérer que ça marche pas, que c'est lié au SE ou au truc ou aux outils. Non, vous trouverez pas la solution à votre problème dans les outils uniquement. Vous trouverez la solution à votre problème dans la démarche qui est complexe, hein. Vous connaissez ça bien, mais là vous êtes un peu dans le panneau. Oui, je connais bien mes clients. Vous connaissez peut-être bien les clients, mais vous ne parlez pas comme eux. Et là, sur Google, c'est mortel parce que Google ne connaît que les gens qui parlent comme les gens, hein. Du coup, je vois qu'on a une question aussi sur le même principe sur vêtements country.
Donc là, c'est c'est le même principe que du coup sur Bijoux Fantasy. Après avoir, donc là, je pense qu'il y aura peut-être moins de concurrents. Il y aura moins de concurrents, donc ce sera déjà plus facile au niveau du référencement. Mais après, c'est toujours la même chose, hein, c'est difficile de donner vraiment un exemple concret là-dessus, quoi. Enfin, c'est tout un travail de réflexion qui est derrière. Oui, là, le Qu'est-ce que premier réflexe, ça va être, là, pour le coup, ça va être d'utiliser des outils qui vont analyser les volumes. Vêtements country, je suis pas assez versé en matière de mode country, mais la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des volumes là-dessus? Oui, ouais, bah, je pense qu'il y a des recherches quand même, mais oui, c'est vrai que dans tous les cas, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les points à prendre en considération. Le premier, c'est le volume de recherche, et du coup, c'est important de faire des tests, de présélectionner vous des mots-clés avec toute cette réflexion de OK, qu'est-ce que moi je taperai dans Google du coup pour trouver ce produit, de faire cette petite liste et ensuite de faire des tests. Sur Ranking Coach, par exemple, de voir un peu si vous avez un volume de recherche qui est associé au produit, en sachant que nous, toutes les données en fait hein, qu'on présente du coup dans l'outil proviennent directement de Google. Donc vous aurez une meilleure idée hein, en fait hein, du coup du nombre d'internautes qui recherchent ce mot-clé par mois et du coup de la difficulté aussi du mot-clé. Qu'est-ce que nous avons comme question? Faut-il mettre les mots-clés en gras dans les contenus pour les moteurs de recherche? Est-ce que tu veux y répondre ou... Allez-y, je sais pas. Tout ce qui est, alors je suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence quand le mot-clé du coup est mis en gras. Par contre, Google adore hein, tout ce qui est la hiérarchisation du contenu, tout ce qui va être la mise en avant de certains mots-clés. Donc, il va le voir quand même dans le code HTML, hein. Donc tout ce qui est le code du site internet, que du coup vous voyez pas forcément, mais c'est toutes les balises. Il va le voir et c'est vrai qu'il est assez friand de tout ce qui est mise en page en fait, hein, parce que forcément si vous allez mettre un mot en gras, il va se dire qu'il est important. Après, est-ce que vraiment ça fait une grosse différence? Je ne suis pas certaine. Ça va plus être dans les titres, par exemple. Là, Google va de suite aller chercher les mots-clés qui sont dans vos titres, qui sont dans vos métadonnées, dans vos images, un petit peu tous les endroits où je vous disais de placer en fait les mots-clés. Là, c'est sûr que c'est important de les mettre à ces endroits-là si vous voulez que Google les trouve. Oui, ce qui est important, c'est que Google comprenne de quoi vous parlez. Lui, ce qu'il va regarder, bon, les mots-clés, il va très vite les trouver dans les balises, hein, ce qui est important, le balisage 1, le balisage 2, etc., etc. Il va tout de suite voir, enfin, il va considérer que là, les mots utilisés ici sont importants. Et puis après, il va regarder tout ce qui tourne autour. Et c'est la cohérence du champ lexical qui va l'intéresser et qui va permettre de comprendre. Alors là, c'est toute l'algorithmique hein, et l'intelligence artificielle de Google qui va lui permettre de comprendre ce dont parle l'article et qui va derrière lui permettre de comprendre l'intention à laquelle il répond. Un exemple qu'on prend très souvent, dans l'état actuel des choses, en dernière statistique, les gens qui tapent tomate sur Google sont pas des jardiniers. Donc, si vous vendez des graines de tomates, par exemple, vous allez vous dire en premier réflexe, il faut absolument que je sois numéro 1 sur le mot-clé tomate. Ce qui sera une perte de temps et d'énergie phénoménale parce que vous n'allez pas être tout seul là encore. Les gens qui cherchent le mot tomate sur Google veulent juste des recettes de comment cuisiner les tomates. En revanche, les gens qui tapent poireaux veulent cultiver des poireaux. Bon, ça, il n'y a que Google qui peut nous le dire à travers ses analyses, ses intentions, etc., etc. Donc voilà. Donc, ce qui est important, si vous utilisez le mot clé tomate ou le mot-clé poireau en fonction de ce que vous faites, c'est que vous mettiez ce mot-clé qui va être le mot-clé principal. Hein, en général, on donne le conseil de travailler un seul mot-clé par contenu, par article, mais d'associer tout ça à tout un champ lexical qui permette à Google de comprendre si vous parlez de cuisine ou de jardinage.
Alors du coup, on a énormément de questions, donc je vais en choisir encore une ou deux, en sachant que vous inquiétez pas, hein, du coup, on va vous recontacter ensuite pour répondre à toutes vos questions, hein, on ne les laisse pas sans réponse. Faut-il vraiment 300 mots dans le descriptif d'une fiche produit, comme le t-shirt par exemple? 300 mots, c'est pas assez, hein, en plus. Alors ça, Ce c'est un serait vraiment grand. le minimum, 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 minimum. Euh, c'est là aussi, c'est intéressant comme question parce que ça raconte les problèmes que vous avez derrière. C'est-à-dire que euh, c'est certainement, vous éditez sans doute un site e-commerce ou quelque chose comme ça. Et là, il y a une vraie difficulté sur la construction des fiches produits. C'est pas simple de se différencier, etc., etc. Mais il faut que vous sachiez que vos clients potentiels arriveront toujours par la fiche produit. Hein. La navigation, elle commence jamais par la home page et puis etc., etc. Elle arrive directement par des gens qui vont matcher avec un point, un mot-clé très précis. Donc la réponse, elle est toujours la même, c'est est-ce que dans le contenu qu'il y a sur cette page, que ce soit une fiche produit, que ce soit un texte, peu importe, est-ce que vous répondez à l'intention des gens qui cherchent? Si vous êtes sûr qu'ils cherchent, qu'ils en sont déjà à un stade de leur cycle d'achat où ils sont prêts à sortir leur carte bleue, là c'est plus forcément une histoire de 300 mots ou de moins ou de plus. Il faut matcher au mieux. Si vous n'êtes pas sûr de ça, il va y avoir du travail de contenu, de réassurance. Et là, en plus, la difficulté d'une fiche produit, c'est qu'il faut en général travailler sur les trois étapes du cycle d'achat quasiment en même temps, ce qui est pas simple, ce qui suppose une vraie conception de la fiche produit. N'oublions pas aussi que dans les sites e-commerce, il y a les pages catégories, il y a un certain nombre de choses qui permettent de travailler de façon globale pour plusieurs produits. Hein, donc il faut analyser les deux. Là aussi, ça dépend des cas de figure. De la structure du site, du nombre de produits que vous avez, ça dépend de plein de choses. Également de la concurrence également. Mais si la question c'est qu'est-ce qu'on peut raconter en plus de 300 mots sur un produit, là c'est intéressant parce qu'on peut raconter énormément de choses sur n'importe quel produit. Mais là encore, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut bien analyser ses clients, bien analyser les intentions et faire un travail de rédaction en chef après. Et du coup, la dernière question pour aujourd'hui. Est-il préférable d'avoir des mots-clés avec un fort volume de recherche mais dont le référencement est difficile à travailler, ou bien des mots-clés avec peu de volume de recherche mais plus facile à travailler? Il est préférable d'avoir des mots-clés, en tout cas lorsque vous commencez à travailler le référencement de votre site internet, avec moins de volume de recherche, mais dont la difficulté est moindre, qu'il y ait des mots-clés avec un fort volume de recherche, mais dont la concurrence est vraiment importante. Si vous avez en fait un volume de mots-clés qui n'a pas un fort volume de recherche, mais du coup qui n'a pas forcément de concurrence, vous allez en fait être déjà plus visible que si vous travaillez un mot-clé qui a un très fort volume de recherche et donc beaucoup de concurrents, qui ne vous permettra pas du coup d'apparaître dans les premières pages de Google. Là, vous aurez moins d'intérêt. Vous aurez déjà plus de visiteurs si du coup vous êtes sur les premières pages de Google que si vous êtes sur la 100e position, où après ça, personne n'ira aller voir ces pages-là. Par contre, si vous êtes après bien classé sur ces mots-clés, vous pouvez alors du coup sélectionner d'autres mots-clés qui sont plus concurrentiels pour pouvoir les travailler et du coup encore continuer à améliorer votre référencement. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais il faut vraiment avoir conscience de deux choses quand on démarre. C'est que ça marche pas comme de la pub. C'est pas une histoire de campagne. C'est pas je fais 2 articles sur un mot clé et puis c'est comme si j'achetais un 30 secondes sur TF1 à 20h et même toute proportion gardée, ça marche pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps, et donc dont on mesure les résultats lentement, peu à peu. Et au bout d'un moment, en revanche, ça décolle. Donc il y a un vrai enjeu qui est de ne pas se décourager.
qui est de pas se décourager et qui est de pas avoir le sentiment que ça marche pas parce que voilà. Donc allons, comment dire, il y a vraiment un enjeu de trouver les clés de l'efficacité, de la rentabilité, c'est-à-dire de ce qui rapporte le plus pour le moins cher possible. Moins cher en termes d'effort, en termes de travail, en termes d'argent. Et donc, plus on est malin, plus on va imaginer, plus on va aller chercher des types de clients auxquels pensent pas les autres ou des types de problèmes auxquels pensent pas les autres parce que les autres, c'est l'exemple que je prenais sur matelas et le mal de dos tout à l'heure. Hein, cet exemple, il est très intéressant parce que je l'ai trouvé il y a 5 ans chez les Américains. Et depuis 5 ans chez les Américains, que je suis pas le seul à le prendre en exemple, les fabricants de matelas n'ont toujours pas compris. Donc ça vous dit qu'il y a quand même de la place. On n'a pas que des entreprises qui travaillent correctement, on en a encore plein qui passent à côté des trucs. Donc quel que soit le secteur dans lequel on est, hein, y compris dans un secteur aussi concurrentiel que l'univers du matelas, on peut trouver des angles d'attaque et des façons de faire plus futées, plus malines, et qui vont nous permettre de travailler sur des mots-clés pas chers et de monter tranquillement. C'est comme ça que je fais, moi, par exemple. Hein. Je ne suis pas une grosse agence, je ne suis pas publiciste qui vient de racheter pour des millions et ben, malgré tout, je monte tranquillement sur les mots-clés qui m'intéressent et qui sont, que vous avez vu Bayer Persona tout à l'heure, qui sont ceux des gens qui commencent à avoir compris des choses et donc qui m'intéressent, avec qui je vais pouvoir travailler plus vite et plus efficacement. En tout cas, si vous avez du coup des nouvelles questions, donc on a bien noté hein, toutes les autres questions et du coup on va revenir vers vous. On va aussi vous remettre le petit code. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On aura notre service support qui sera ravi d'y répondre ou bien de contacter aussi Philippe. On vous remercie du coup d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, mais on poste généralement du coup toutes les actions que nous faisons ensemble ou du coup séparément et tous les webinaires du coup à venir et qui pourront aussi vous aider à travailler le référencement de votre site internet. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Moi Merci aussi. beaucoup Philippe et puis Merci. à bientôt. À bientôt.